Euh, et on travaille voilà, à la fois à l'échelle locale, mais aussi parfois nationale et internationale en faisant remonter des bonnes pratiques. On a trois axes d'intervention. Donc, ce que je disais, l'accompagnement pur et dur de collectivités. Donc là, en gros, très simplement, on fait, pas très simplement, mais en termes d'étapes, on fait un diagnostic du système alimentaire. Donc, qu'est-ce qui est produit, qu'est-ce qui est consommé, qui sont les acteurs du territoire. Et ensuite, on rassemble tous les acteurs du territoire et on accompagne la collectivité à animer les producteurs, les transformateurs, les restaurateurs, les cantines scolaires pour co-construire ensemble une politique publique où chacun a une part, a un rôle à jouer. Donc, on va le détailler par la suite. Et donc, ce que je disais, voilà, on travaille en France, mais on travaille aussi à l'étranger, donc par exemple au Maroc et dans les Dromcom aussi. On essaie de se placer où les acteurs ne sont pas pour être en bonne complémentarité avec ceux qui existent déjà. On fait du partage d'initiatives, donc on a un centre de ressources qui s'appelle Let's Food Ideas, où on récupère des initiatives liées à l'agriculture et à l'alimentation durable. Donc tout est en ligne, vous pouvez aller voir. Et là, c'est traduit en français, espagnol, anglais, avec l'idée que finalement, il y a déjà plein de choses qui se font et que si on arrive à partager les bonnes idées et que chacun peut tirer un peu certaines innovations, on pourra accélérer la transition à l'échelle globale. Et donc parfois, sur certains sujets, on fait des zooms avec un recensement de bonnes idées et faire des recommandations. C'est ce qu'on avait fait notamment avec le RESES quand on a travaillé sur la précarité alimentaire en milieu étudiant et qu'on allait identifier les initiatives et donc les bonnes idées pour ensuite tirer des recommandations sur ce que peuvent faire les différents échelons d'acteurs publics, qui est donc notre cible prioritaire. Et enfin, on fait de la formation et du renforcement de compétences. Donc de la formation avant tout aux étudiants. Donc on intervient dans différentes universités et c'est comme ça qu'on a connu le RESES, avec l'idée que dans les écoles, dans les universités, les écoles qui vont être amenées à travailler sur les questions d'alimentation, finalement, il y a encore peu de contenu lié à l'alimentation durable. Donc l'idée, c'était de venir compléter un peu les cursus et de donner des clés aux étudiants qui font de la géo, de l'agro, de l'urba, de comment mieux intégrer les questions alimentaires dans leurs futures compétences et futurs métiers. Et on a tout un réseau de bénévoles qui sont souvent des étudiants auprès desquels on est intervenu, qui maintenant créent un réseau professionnel où l'idée c'est qu'il puisse y avoir aussi de l'entraide donc pour les nouveaux étudiants qui arrivent, donc futurs donc ceux qui travailleront par la suite et ceux qui travaillent déjà et qui peuvent monter des projets ou s'entraider sur des problématiques spécifiques. Et enfin, on forme des élus locaux parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de compétences non plus à ce niveau-là et que pour prendre des décisions ou pour défendre des idées à l'échelle locale ou dans des conseils métropolitains, par exemple, puisque souvent c'est des élus d'opposition, ça dépend de la couleur de la collectivité. Mais il est bon d'avoir un certain nombre d'arguments et un certain nombre d'idées, d'exemples de ce que pourrait faire la collectivité pour travailler sur les questions d'alimentation durable à l'échelle des territoires. N'hésitez pas, peut-être Céleste, tu peux me dire s'il y a des questions en cours de route, parce que je ne vois pas tout, mais si jamais il y a des questions, n'hésitez pas. Ouais, Euh, pas de souci. ok. Pas de questions pour l'instant. Ok. Donc, on va essayer. Donc, déjà, voilà, quelle est votre recette locale préférée? Bon, ça, vous avez déjà donné plein de recettes, mais on peut le faire vite fait pour voir ce qu'il en ressort. Alors, il faut que je quitte le mode plein écran. Il faut que vous alliez sur menti.com et que moi, j'aille sur la slide 1. Donc, je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec ça, mais je pense que vous en aurez plusieurs des Mentimeter. Donc, il faut que vous ayez sur le site et qu'ensuite, il faut que je remette le code, c'est ça? Alors, attends, 2 minutes. Je crois qu'il
il faut que j'aille sur Present et que du coup, sur la slide, vous allez avoir le code qui est affiché. C'est bon? Vous Yes. avez le code en haut. Ah, il faut que j'aille là. Ok, et normalement, s'il y a des participations, ça devrait afficher direct. C'est bien ça? Ouais. Ok, il y a une grosse fondue qui vient d'arriver, je pense que c'est... Ok, le Welsh. Ok, j'imagine qu'il y a toutes les régions qui sont représentées. La salade de chou rave, incroyable. C'est votre recette locale préférée. Bon, j'imagine qu'il y a tout, effectivement, il doit y avoir des Bretons, il doit y avoir des Nantais, des Marseillais, ou peut-être des régions alentours. Il y a beaucoup de Lyonnais pour les quenelles. Donc ça, c'est Louison. Non, je l'ai pas mis. Mais non, mais c'est toi qui parles, je ne t'ai pas présenté, mais... Pardon. Oui. Ok, bon, vous avez bien compris le principe. Les bonbons à la violette, très précis aussi. Est-ce que je peux changer rapidement et revenir? Oui, oui. Ok. Ok, bon, on reviendra après. Juste vous dire, donc, j'aurais pu mettre un plan, mais l'idée, c'est de faire 3 parties. Une première sur les enjeux, limites et vulnérabilités du système alimentaire actuel. La deuxième sur l'approche territoriale de l'alimentation. Et une troisième partie avec un zoom sur la précarité alimentaire et notamment en milieu étudiant. Ça, c'est les 3 parties qu'on va voir. On va essayer de passer 15 minutes sur chaque. Ça va être très speed. Sachant que vous pouvez toujours revenir vers nous par la suite, on répondra aux questions, ou on pourra compléter ou vous donner d'autres infos, donc n'hésitez pas à revenir vers nous par la suite. Je vais essayer de ne pas aller trop vite, mais c'est un peu sport le programme, donc accrochez-vous. Ok, alors, donc là aussi l'idée c'était de vous faire un quiz, mais d'abord peut-être, je vais repasser en mode présenté. Donc, rapidement sur le fonctionnement actuel du système alimentaire mondialisé. Alors là aussi, c'est un peu dur parce que je ne sais pas trop quels sont vos... Enfin, qu'est-ce que vous savez déjà. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas trop de répétitions. Nous, c'est comme ça qu'on commence la formation avec les élus aussi. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir qu'est-ce que c'est qu'un système alimentaire et qu'est-ce que le système agro-industriel mondialisé? Si on devait simplifier, on part de la production et on va jusqu'à la consommation. Et encore, on n'a pas mis tout ce qui était déchets et gouvernance. Mais rapidement, en termes de grandes tendances, au niveau de la production, on est aujourd'hui sur un système et une agriculture majoritairement hyper spécialisée, donc où chaque pays s'est spécialisé sur certains types de production qui correspond à la théorie économique des avantages comparatifs, où effectivement, chaque territoire va se spécialiser en fonction de ses avantages. Donc, ça peut être des conditions pédoclimatiques, donc une capacité à faire produire parce qu'on a une certaine pluviométrie ou un certain ensoleillement, ou ça peut être aussi des avantages comparatifs en termes de coût du travail. Donc, on va se spécialiser parce qu'effectivement, on a un coût du travail assez bas ou alors plutôt haut, et donc on va aller vers, par exemple, des cultures à haute valeur ajoutée, mais en tout cas, chacun se spécialise et c'est comme ça un peu que c'est organisé le commerce mondialisé. Et des monocultures intensives. Et qui dit monoculture intensive dit mécanisation et donc usage massif d'intrants chimiques.
parce que finalement, on a perdu des défenses naturelles liées à la construction d'un écosystème, d'une biodiversité. Je simplifie, bien sûr, mais vous pourrez trouver plus de détails dans ce qu'on vous a envoyé en termes de ressources. Donc ça, c'est pour le système de production. Ensuite, effectivement, pour ce qui est de la transformation, donc effectivement, notre alimentation est majoritairement à 80% composée de produits transformés. On a vu une forte évolution de cette consommation, et notamment avec les changements de rythme de vie. Donc ça aussi, vous avez dû vous avez dû en entendre parler, mais effectivement aussi avec le fait que les femmes travaillent de plus en plus et de moins en moins de temps à passer au sein pour les tâches domestiques, on mange de plus en plus de produits transformés. On a un certain nombre de groupes agroalimentaires qui concentrent la majorité de cette économie-là. Et donc, des systèmes de monopole où ils maîtrisent aussi la production parfois, mais toute la distribution, la transformation et les prix. Et donc, pèsent énormément sur la négociation, notamment vis-à-vis des producteurs. Ensuite, en termes de distribution, donc, comme on l'a vu, comme les territoires se spécialisent, on a le développement du commerce mondial et de chaînes qui sont de plus en plus longues. Et donc, qui dit de plus en plus longue, dit souvent de plus en plus opaque, avec les scandales sanitaires qu'on a pu voir, ou le fait qu'on ne sait plus effectivement ce qu'on mange, comme la question le scandale sur la viande de cheval. Et il y a aussi de plus en plus d'intermédiaires. Donc ça, c'est le contraire du circuit court, où le circuit court, la définition, c'est 0 ou 1 intermédiaire. Là, sur les chaînes longues, on a beaucoup d'intermédiaires, ce qui fait aussi qu'on a une certaine hausse des prix, puisque chacun se sert en termes de marge. L'idée, c'est aussi de faire des économies d'échelle. Donc ça, c'est le principe des grandes distributions. Donc vous savez qu'il y a un nombre très restreint de centrales d'achat où tout est concentré. Donc si on parle du système de grande distribution en France, tout est concentré dans les centrales d'achat et ensuite repart dans chacun des magasins. Donc, une organisation logistique autour des économies d'échelle, du fait qu'on achète en gros et du coup, on réduit les coûts. Et une logique aussi du prix bas. Donc, ça, vous le constatez aussi, il y a une course au prix bas où finalement, il faut que l'alimentation coûte de moins en moins cher, ce qui aujourd'hui pose problème, notamment parce qu'on n'arrive plus à remettre le vrai coût de l'alimentation en termes d'externalité. Donc, si on devait prendre en compte tous les coûts sociaux et environnementaux, l'alimentation coûterait beaucoup plus cher, mais aussi en termes de rémunération juste des producteurs. Donc, aujourd'hui, on cherche dans les circuits alternatifs le prix juste, qui soit à la fois accessible pour le consommateur, mais aussi rémunérateur pour le producteur, étant donné qu'on sait que la précarité touche aussi particulièrement les agricultrices et les agriculteurs. Donc ça, c'est pour le système de distribution. Et enfin, la consommation, parce que bien sûr, tout est lié. La distribution influe largement nos modes de consommation et vice-versa. La distribution s'adapte aussi à nos choix de consommation qui sont poussés par notamment la publicité à outrance. Mais la consommation, on en parlait, les nouveaux rythmes de vie, avec le fait qu'on ait de moins en moins de temps pour cuisiner, de moins en moins de temps pour choisir nos producteurs. Et c'était intéressant, il y a des études qui ont été faites à ce sujet par rapport au Covid et au confinement, où finalement les gens ont retrouvé du temps pour cultiver leurs propres légumes, du temps pour cuisiner, du temps pour identifier les producteurs locaux autour de chez eux. Et on va voir, on va pas le voir, mais la vraie question autour de ces nouveaux systèmes qu'on essaie de mettre en place et d'une alternative au système alimentaire mondialisé, c'est la question de comment on regagne du temps pour pouvoir faire tout ça, parce que c'est pas sans impact que de devoir recuisiner, revaloriser des produits bruts et compagnie.
En termes de ce qu'on mange aussi, donc il y a une augmentation de la consommation de viande. Ça, on l'a vu et on sait que c'est des tendances et qui sont en train d'augmenter, par exemple, en Chine ou en Inde. Parce que dès que la classe moyenne augmente, donc quand les revenus des gens augmentent, un des signes sociaux d'une augmentation du revenu, c'est d'aller vers une consommation de viande plus importante. Et donc, si chez nous, la consommation commence à stagner parce qu'on est en train de repenser un petit peu les critères de représentation sociale, justement, et d'indicateurs de richesse, dans la majorité des pays et les pays qui concentrent le plus de monde, on est encore sur des logiques de si j'augmente mon revenu, je vais chercher à consommer plus de viande. Voilà, donc plus de viande, moins de fruits, moins de légumes et plus de produits transformés. J'avance. Non, moi, je recule. Donc, l'idée, c'était de vous donner quelques chiffres en termes d'impact environnementaux, sociaux et économiques du système agro-industriel mondialisé. Donc là, on est vraiment à l'échelle monde et on va essayer de faire des petits focus aussi à l'échelle nationale. Et pour ça, l'idée, c'était de vous faire un quiz. Donc, je retourne sur ça. Et je change de slide. Est-ce que ça marche? Ok, donc quelques questions sur la durabilité environnementale. Donc la première, dans quelle mesure le système alimentaire contribue-t-il aux contributions totales de gaz à effet de serre dans le monde? Est-ce que ça marche? Normalement, ouais. Je ne sais pas exactement combien vous êtes 40? Je ne sais pas quand est-ce que j'arrête le... On est 38, donc 36 sans compter, enfin 34 quoi, parce qu'il y a toi, Louison, Céleste et moi. Ok. Bon, vous avez l'air divisé entre 25 et 34. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent voter? Vous n'êtes pas obligé si vous ne savez pas. Ok, bon. Et donc, la réponse est... Non, si je fais entrer, ça ne marche pas. J'appuie sur entrer, mais j'ai pas l'impression que c'est moi. Si tu vas sur diapo suivante, ça te marche pas? Il y a une petite flèche, la petite flèche à droite. Ah, non, il faut appuyer sur le... Ok, je vais cliquer sur le truc. Ok, donc c'est bon. Merci, Mégane. Ok, donc la bonne réponse, c'était 34%. On verra ensuite ces chiffres. Je vais continuer sur la question suivante. Okay. Donc, si la Terre se réchauffe de 1 degré, de combien de pourcentage diminue la disponibilité en eau douce? Ça, vous allez voir, c'est important effectivement pour l'agriculture, parce qu'aujourd'hui, on a des fortes pressions. Je ne sais pas si c'est la question d'après, donc je ne vais pas la poser, mais l'agriculture consomme beaucoup d'eau. Et on voit que c'est un cercle vicieux, en fait. Enfin, le système agricole est à la fois responsable du réchauffement climatique et va en souffrir particulièrement, notamment parce qu'il est dépendant de certaines ressources. Ok. Et donc la réponse, c'était 20%. Bravo.
Voilà. Question suivante. On est de vos têtes. En France, en 2017, l'agriculture représentait 50% de la consommation totale en eau, 60% ou 70%. Ok, là, il y a un petit flou. Ok. Et donc, la bonne réponse, c'était 50%, ce qui est déjà énorme. Après, toujours sur les impacts environnementaux, quelle est la quantité de nourriture gaspillée par personne et par an? 80, 120 ou 150? Ok. Et donc, la réponse est 150, ce qui est assez énorme, parce qu'il y a une source d'émissions de gaz à effet de serre. Bravo à ceux qui votent après. Ok, sur la durabilité économique. Dans le monde, la part de l'alimentation produite par les exploitations de type familial. Alors, les exploitations familiales, on distingue des exploitations familiales qui sont des petites exploitations, des exploitations commerciales qui sont des grandes exploitations. Donc, je ne sais pas si j'ai le pourcent, si j'ai le chiffre moyen enfin, la taille moyenne des exploitations familiales, mais souvent c'est max 5 hectares. Je crois qu'en dessous de 5 hectares en France, on n'est pas reconnu comme une exploitation. Ok. Donc c'est 85%. Donc c'est une grande, grande majorité d'exploitations familiales qui nourrit le monde. Alors les fermes de plus de 50 hectares représentent 1% du nombre de fermes dans le monde. Elles occupent quelle surface de terre agricole? Ok, bon, je crois que vous avez compris l'idée. En gros, il y a une grande majorité de petites exploitations qui exploitent une petite surface, mais qui nourrit plus que les grandes exploitations de plus de 50 hectares. 70% des terres agricoles. Ok, toujours sur la durabilité économique, en moyenne à l'échelle nationale, quelle part du prix de vente final le producteur récupère-t-il?
Donc, dans le prix de vente final, c'est réparti entre le producteur, les différents intermédiaires et les distributeurs. Et donc ça, c'était l'enjeu de la loi Egalim 2, peut-être que vous avez suivi, sur les questions de négociation, de répartition de la valeur ajoutée entre notamment les producteurs, les transformateurs aussi et les distributeurs. Et ça s'est re-questionné aujourd'hui face à l'inflation, comment on répartit la valeur ajoutée. Et quels sont les efforts que peuvent faire les distributeurs. Ok, ouais, bien joué. Ok, et dernier axe, la durabilité sociale. Donc, quelle est la part des Français ayant recours à l'aide alimentaire en 2020? Alors, vous savez que le système d'aide alimentaire en France, c'est en partie, donc c'est 4 grosses structures qui reçoivent des dons et qui reçoivent des produits issus de l'Union européenne, dont des banques alimentaires. Banques alimentaires qui redistribuent ensuite aux différentes associations sur les territoires. Et donc, c'est très concentré aussi, les acteurs de l'aide alimentaire. Une aide alimentaire qui s'est organisée au début pour l'urgence et qui aujourd'hui, finalement, reste et touche la majorité des subventions et qui aujourd'hui est un peu remise en question. On en parlera aussi à la fin. Ok, et la réponse, c'était 10%. Ce qui est assez énorme. Et comme quoi la précarité alimentaire et les questions de sécurité alimentaire ne concernent pas que les pays en développement. Alors, en 2015, quelle est la part du budget des ménages dédié à l'alimentation? Et en fait, elle a fortement diminué depuis les années 1960, parce qu'il y a tout un tas de dépenses qui ont augmenté, donc le prix de l'énergie, mais aussi le logement, ce qui fait que le budget dédié à l'alimentation est réduit. Donc, il y a aussi toute la question des loisirs. Mais aujourd'hui, si on veut aller vers une alimentation saine et durable, il y a la question du temps, donc comment on redonne du temps aux gens. Mais il y a aussi la question des choix de consommation. Et donc, c'est pas pour tous, hein. On sait qu'il y en a qui ont des choix encore plus restreints, et plus les ménages sont défavorisés, et plus le budget alloué à l'alimentation est important. Mais la question de, effectivement, la part du budget dédié à l'alimentation par rapport à d'autres postes de dépenses va forcément se poser si on veut, ne serait-ce que mieux rémunérer les producteurs. Et donc, c'est 20%. Après, dans les questions sociales, on traite aussi de tout ce qui est état nutritionnel de la population. Donc, l'état nutritionnel de la population s'est largement dégradé. Vous connaissez peut-être le système de transition alimentaire ou de transition nutritionnelle. C'est quand les pays, en fait, passent des questions d'insécurité alimentaire à réduire ces questions d'insécurité alimentaire, où globalement, une grosse majorité de la population a accès à une alimentation, donc peut se nourrir. Mais souvent, la logique, c'est qu'effectivement, on arrive avec des problématiques de double charge. Donc, la double charge nutritionnelle, c'est quand on a à la fois des gens qui continuent d'avoir faim et quand on a aussi des gens qui sont surnutris, donc de sous-nutrition et surnutrition. C'est particulièrement le cas en centre urbain, parce que c'est là où se font les changements le plus rapides de pratiques alimentaires, là où les premiers supermarchés arrivent, les premiers fast-food arrivent. Donc ça concerne tous les pays dans le monde aujourd'hui. Et donc arrivent les produits transformés, les produits gras, sucrés, et ça concerne particulièrement les ménages défavorisés qui vont aller vers des produits qui sont peut-être moins chers, mais moins nutritifs. Et donc, on a effectivement après, on a aussi les questions
fait que les gens soient de plus en plus sédentaires et font de moins en moins d'activités sportives. Et on en parlait hier avec je ne sais plus qui, mais qui me disait effectivement, plus les villes sont étendues et plus il y a un usage de la voiture qui est répandu, et donc moins les gens parfois se déplacent ou marchent. Et donc plus les villes sont denses, et en fait, plus les gens sont en meilleure santé parce qu'ils se déplacent pour aller à l'épicerie ou autre. Mais en tout cas, les questions de surpoids et d'obésité, c'est particulièrement présent en centre urbain. Donc, c'est 1,9 milliard de personnes qui sont en situation de surpoids ou d'obésité aujourd'hui. Donc, ça a dépassé le nombre de gens en situation de sous-nutrition. OK. Donc, ça, c'était pour la première partie. Peut-être pour revoir rapidement ce qu'on vient de voir, je vous enverrai cette présentation. Donc, pas besoin je ne vais pas refaire tous les chiffres. Mais sur les impacts environnementaux, donc il y a effectivement les gaz à effet de serre, mais pas que. Il y a aussi les questions de température, effectivement. Bon, ça, c'est plutôt sur les impacts. Et les questions d'eau, de pollution aussi, on les a pas mis là. Et de gaspillage alimentaire, qui sont aussi responsables de certains d'émissions de gaz à effet de serre. La question de l'élevage, bien sûr. Donc, 63% parmi les 30% des émissions totales sont dues à l'élevage. 70% de la déforestation est due à l'élevage. Et on sait qu'il faut 13 000 litres d'eau pour produire 1 kg de viande. Donc, bien sûr, il va y avoir un enjeu sur la réduction de la consommation de viande. À l'échelle nationale, on l'a vu, donc c'est 50% l'agriculture représente 50% de la consommation nette en eau. L'agriculture, c'est aussi 70% en termes de contribution à l'ensemble des pollutions aux pesticides et 75% à l'ensemble des pollutions aux nitrates. Donc, les pesticides, c'est surtout utilisé dans les cultures. Et les nitrates, ça peut être aussi le résultat de l'épandage de lisiers ou de fumier. Et donc, vous connaissez sûrement la question des algues vertes en Bretagne, du fait des élevages intensifs des cochons. Et donc là, c'est notamment dû à un excès de nitrates dans l'eau qui, du coup, favorise le développement des algues et qui, du coup, ensuite a un impact sur les systèmes aquatiques, par exemple. Ça, c'est pour les impacts environnementaux. Sur les impacts sociaux, on en a parlé. Donc, aujourd'hui, c'est encore 750 millions de personnes qui sont considérées, qui sont concernées par l'insécurité alimentaire. Et donc, 1,9 milliard d'adultes en situation de surpoids, dont 650 millions en situation d'obésité. Derrière, c'est des charges sociales qui sont assez énormes pour les pays. Donc ça, c'est intéressant aussi en termes de prévention des coûts. Par exemple, quand on parlait du Covid et des comorbidités, donc, ont été révélé que que les gens en surpoids et en situation d'obésité étaient des personnes à risque, mais on a très peu parlé de la prévention, de juste manger mieux. Et nous, on était assez choqués par ça pendant le Covid, le fait que juste on dise aux gens, mais mangez mieux, en fait, réduisez votre consommation de produits gras salés, et que ce sera, un corps sain sera plus résistant face aux prochaines pandémies à venir. Ça, on en parle assez peu finalement, les questions de prévention. On a fait le PNNS que vous connaissez, où on nous dit manger moins gras, moins sucré, moins salé, 5 fruits et légumes. Mais depuis, on manque peut-être de campagnes plus importantes sur la prévention et les bienfaits d'une alimentation saine face aux risques à venir, notamment sanitaires. La précarité, voilà, donc on en a parlé. Et c'était 35% dans les années 60, le budget qu'on dédiait à l'alimentation. Donc, ça a fortement réduit. Pardon, j'ai ce truc avec mon tête qui se met devant l'écran à chaque fois. Donc, 5 exploitations agricoles sur 6 font moins de 2 hectares. Donc, je vous disais 5 hectares et c'est encore moins. Donc, c'est vraiment des toutes petites exploitations. Elles ne représentent que 12% de l'ensemble des terres agricoles, alors qu'elles produisent 35% de l'alimentation à l'échelle mondiale. Donc là, il y a un enjeu de toute façon à maintenir les exploitations familiales partout dans le monde. Pourquoi ? Parce que c'est aussi ce qui crée de l'emploi
et qui maintient les gens en zone rurale. Donc, vous connaissez le phénomène d'exode rural, où finalement, c'est pour ça que les villes grandissent aujourd'hui, c'est que les gens n'arrivent plus à vivre de leur métier, d'agriculteurs notamment, et du coup vont en zone urbaine pour trouver du travail, et ce qui crée souvent une paupérisation et le fait qu'ils perdent aussi en termes de résilience leur capacité à produire leur propre alimentation et ils deviennent dépendants de leur pouvoir d'achat. Donc ça, on va le voir, ça fait partie des vulnérabilités du système agro-industriel où face au fait que les gens ne produisent plus leur propre alimentation et dépendent de la volatilité des prix, ça va être les risques à venir qu'on voit déjà avec le fait que le nombre de bénéficiaires de l'aide alimentaire augmente en cas de crise. Voilà, ça on l'a vu. Donc, je vais essayer d'accélérer. Oui. Alors, on a une question de Charlotte. Elle a demandé à l'échelle nationale quelle est la part des exploitations familiales. Est-ce que tu as ce chiffre en tête? J'ai pas ce chiffre en tête, mais peut-être que Louison, si t'es dans les parages, tu peux le trouver pour le donner. Je sais pas si elle est là ou pas. Mais sinon, on trouvera après, on pourra vous envoyer un mail avec les questions. Super, merci. Vous dire aussi donc effectivement le système alimentaire n'est pas durable, donc c'était le constat et de voir un peu les externalités à la fois environnementales, économiques et sociales. Mais il y a aussi de fortes interdépendances et ces interdépendances, elles ont été notamment révélées avec le Covid. Donc une forte dépendance aux exports-imports, une forte dépendance aux énergies fossiles et une forte dépendance à la volatilité des prix, donc ce dont je viens de parler. On va voir quelques questions, mais peut-être cette carte, on l'utilise souvent, on l'a trouvée dans le Courrier international, et ça montre un peu la géopolitique de demain, qui produit l'alimentation et qui dépend de qui pour son alimentation. Parce que bien sûr, aujourd'hui, comme on l'a vu, on est hyper spécialisé et certains territoires, comme par exemple le Paraguay, ne produisent qu'une seule production, par exemple le soja, et sont complètement dépendants de leurs imports pour se nourrir. Et donc, dès qu'il y a une inflation due à la hausse du prix de l'énergie, par exemple, ou à une réduction de l'offre du fait d'une crise climatique ou d'un événement climatique, eux, ils ont vu, par exemple, les prix des fruits et légumes augmenter de 120%. Et donc ça va être les principaux risques qui pèsent sur l'alimentation. C'est que finalement, on est extrêmement dépendants les uns des autres, et certains plus que d'autres. Donc là, j'avais aussi une série de questions. Donc, est-ce que vous voyez? Donc, dans le classement des pays exportateurs de blé, par exemple, la France arrive. Sachant que parmi les produits les plus produits et consommés dans le monde, on a le blé, le riz, le soja, parce qu'effectivement, c'est surtout l'élevage qui le consomme, et la viande de volaille. Là, la carte, c'était ces 4 produits-là qui étaient présentés. Ok. C'était 4e, c'est bien. Vous le saviez déjà peut-être. Mais c'est intéressant parce que, par exemple, l'Algérie, ils ont une population qui est à peu près équivalente à la nôtre, mais ils ont 93%, je pense, il faudrait que je vérifie, de leur territoire qui est désert et où il est impossible de produire de l'alimentation. Donc, ils ont une petite bande avec un accès à la mer où les conditions sont plus clémentes. Mais globalement, leur population dépend énormément, notamment de la France, mais aussi de l'Argentine, pour se nourrir. Et donc, dès qu'il y a une réduction de l'offre de blé, ils subissent de plein fouet l'augmentation des prix du fait de l'offre et de la demande. Et c'est ce qui peut créer, et c'est ce qui a créé notamment des révoltes et des crises sociales. Donc, c'est toutes ces conséquences-là qu'il y a autour des interdépendances liées à l'alimentation.
Et c'est important aussi parce que ça veut dire qu'on va parler de relocalisation de l'alimentation, mais il y a une grosse part de ce que produit la France qui fait partie d'une solidarité internationale. Donc, on ne pourra pas non plus tout relocaliser parce qu'il y a certains pays qui dépendent de nous pour se nourrir. Après, se pose la question aussi des transformations de pratiques alimentaires et notamment de la consommation de blé dans certains pays qui n'en consommaient pas peut-être avant. Mais aujourd'hui en dépendent alors que peut-être il faudrait qu'ils varient davantage leur alimentation. Donc effectivement c'est difficile, mais la consommation de pain ou de semoule c'est à base de blé. C'est souvent de la farine blanche qui n'est pas forcément non plus bonne pour le corps parce qu'elle est plus difficilement digeste. Donc il y a toutes ces questions-là à intégrer dans ces indépendances. Et dans tous les cas, la meilleure des solutions pour créer de la résilience, c'est de diversifier. Donc, diversifier à la fois ce qu'on mange et diversifier ses sources d'approvisionnement. Je continue. Donc, la France importe 10%, 20% ou 40% de son alimentation. Donc là aussi, la France importe des produits qu'elle produit elle-même, hein, bien sûr. Parce que vous savez que la France est donc le premier producteur européen. Et il y a une diversité de production assez hallucinante quand on regarde ce qui est produit un peu partout. Mais donc, comme je le disais, il y a une grosse partie qui est dédiée à l'export. Et donc, elle a besoin d'importer une certaine partie de son alimentation. Donc, c'est 20% de son alimentation. Ce n'était pas non plus tant que ça. Effectivement, il ne faut pas oublier que la France est le premier producteur européen, donc a une certaine autosuffisance alimentaire, qui a été largement encouragée à la suite de la Seconde Guerre mondiale. Ça, vous le savez peut-être, mais il y a un livre très bien qui s'appelle Lettre à un agriculteur de Eric Fotorino, l'ancien directeur du Monde. Bon, ça, c'est une information un peu approximative, mais c'est vrai, il est vraiment chouette parce qu'on voit comment, en fait, on est passé à une industrialisation de l'agriculture parce qu'il a fallu aussi réorienter toutes les industries de guerre et donc toute la production de produits chimiques et compagnie qui s'est réorientée vers les produits chimiques. Et il est assez chouette ce livre pour voir comment effectivement on a switché en termes d'agriculture intensive et productive. Il est assez court et assez sympa comme la façon de le rédiger. Ok, j'avance. Pardon, c'est hyper dur en 2 heures. Ouais, vas-y. Ah, quelqu'un. Vas-y. Quand tu dis premier producteur européen, du coup, en brut, du coup, de tout ce qui est produit, la France produit le plus de... En termes de volume, ouais. Et je pense en termes de chiffres, enfin de richesse aussi. Ok, ça marche. Merci. Et je sais pas si vous avez des questions, j'ai pas réponse à tout, bien sûr. Et c'est OK d'ailleurs de ne pas avoir réponse à tout. Mais du coup, on pourra chercher les réponses par la suite si vous avez des trucs plus détaillés. Parce qu'on n'est pas en capacité de retenir tous les chiffres, mais ou même s'il y a des approximations, on pourra revérifier. Donc, suite à la crise du Covid et à la guerre en Ukraine, quelle a été l'évolution des prix alimentaires en France entre octobre 2021 et octobre 2022? Donc là, c'était pour vous montrer aussi notre vulnérabilité par rapport à l'inflation. L'inflation qui est un mix de plusieurs causes, mais notamment, comme vous le savez, à la fois l'offre et la demande. Donc, si on réduit la production, il va y avoir moins de production et donc elle va coûter plus cher pour l'obtenir. Ça peut être aussi des systèmes de spéculation et bien sûr l'impact de la crise énergétique, en fait, qui se répercute directement sur les prix alimentaires, ce qui avait été le cas notamment en 2008, où il y avait eu une crise alimentaire et plusieurs manifestations dans certains pays africains notamment, parce que les prix de l'alimentation étaient devenus complètement inaccessibles. Et des produits de base, en fait. Crises alimentaires qui vont très certainement, et surtout en ville, être amenées à se répéter. Enfin, manifestations et révoltes alimentaires liées à l'alimentation. Ok, c'est plus 12%. Donc, c'est assez énorme.
Et encore, nous, on est en capacité de mettre en place des boucliers, d'autres pays ne le sont pas. Donc aussi en termes d'autonomie alimentaire, donc la capacité à produire sa propre alimentation, et ça va nous amener tranquillement vers la question de l'approche territoriale. Quel est le degré d'autonomie alimentaire moyen des 100 premières aires urbaines en France? Alors, les aires urbaines, c'est un découpage de l'INSEE. Si vous êtes intéressé sur les questions d'autonomie alimentaire des villes, c'est le cabinet de conseil Utopie qui a fait cette étude sur le degré d'autonomie alimentaire. Alors, la méthodologie est un peu obscure, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'informations qu'on n'a pas sur le transit des productions dans les villes, puisque la majorité est privée. Donc, on a quelques informations sur des villes qui ont des marchés d'intérêt nationaux, donc des marchés gros. Et encore, ça ne représente qu'une petite partie de ce qui transite en ville, parce qu'effectivement, il y a déjà les grandes surfaces qui ont leur propre centrale d'achat, qui n'ont pas besoin de passer par le mine. Mais du coup, en fait, le calcul de l'autonomie alimentaire des villes a été fait sur la base d'extrapolation nationale et de voir ce que ça pourrait donner à l'échelle locale. Et c'est 2,1%. Je pense que celle qui est la plus autonome, c'est Avignon, et je crois que c'est à peu près 8%. Nantes est pas mal aussi. Pourquoi? Parce qu'ils ont énormément de maraîchage à grande échelle autour des villes, autour de la ville. Mais globalement, ce n'est pas un maraîchage qui est lié à la consommation locale. Il y a un autre chiffre qui est intéressant, c'est qu'effectivement, 97 ou 98% de ce qui est consommé localement dans les villes, et c'est un des résultats de l'étude, vient d'ailleurs, et 97-98% de ce qui est produit autour des villes sera consommé ailleurs. Donc, on est vraiment déconnecté entre ce qui est produit et consommé localement. Et c'est intéressant parce que souvent, on a l'impression qu'en milieu rural, justement, ce qu'on produit est consommé, mais ce n'est pas le cas non plus. Souvent, c'est largement déconnecté aussi des marchés. Et c'est intéressant aussi de voir qu'on a une idée des marchés locaux comme étant garantie de produits locaux, mais c'est souvent des grossistes qui vendent dans les marchés. Donc là aussi, il faut faire attention et demander parce que globalement, ce n'est pas souvent des produits locaux. Donc ça, on y reviendra après. Et je vais reprendre là. Donc cette carte, vous pourrez prendre le temps de la regarder, mais elle est assez intéressante. Par exemple, le fait que, bien sûr, la Russie est le premier exportateur mondial de blé, les États-Unis, qui est effectivement une des premières puissances agricoles aussi, produit à peu près tout, donc le blé en jaune, le soja en vert, le riz en bleu et la viande de volaille en rouge. Le Brésil, bien sûr, pour le soja. Donc, la France est largement dépendante du Brésil pour nourrir ses bêtes. Donc, là aussi, c'est comment, par exemple, on réfléchit à l'autonomie alimentaire des fermes, à la fois en termes de consommation pour les bêtes. Donc, peut-être réduire les cheptels, mais gagner en autonomie et réduire la dépendance par rapport à d'autres pays. Et réduire, bien sûr, la dépendance aux énergies fossiles, étant donné que les fermes en France dépendent largement des énergies fossiles parce qu'elles sont mécanisées et aussi parce qu'on les consomme sous forme indirecte avec la consommation d'engrais ou de produits chimiques. Donc voilà, autant de vulnérabilités qui vont être amenées à s'accentuer avec les différentes crises climatiques et les différentes conflits géopolitiques, notamment autour des ressources. Donc ça, j'ai fait. Ok, donc là, l'idée, c'était de vous faire travailler, vous, un peu. Donc, est-ce que vous pouvez copier-coller ce lien? Donc, c'est un Google Doc. On voulait le faire sur Padlet, mais on n'avait pas de compte. Donc, on va essayer sur Google Doc. L'idée, c'est que vous puissiez d'abord vous réfléchir et qu'ensuite, on en discute après. Donc, je prendrai sûrement 2 réactions.
Donc la question, c'est quels sont, selon vous, les bénéfices d'un système alimentaire territorial, donc / local, pour penser la durabilité du système alimentaire et sa résilience. Donc au vu de tout ce qu'on a vu en termes d'impact d'un système agro-industriel mondialisé et en termes de vulnérabilité, comment le fait qu'on relocalise ou qu'on réfléchisse à l'échelle locale, parce que l'idée, c'est pas que de relocaliser, il y a plein d'autres enjeux, on va essayer de les voir ensemble, quels pourraient être les bénéfices à la fois économiques, sociaux et environnementaux. Est-ce que c'est clair pour vous s'il y a des questions sur la consigne Peut-être j'ai une question, Anna, ils ont combien de temps pour y réfléchir? On va prendre 3 minutes, quoi. L'idée, c'est d'avoir une idée pardon, économique, sociale ou environnementale. Désolée, la journée est un peu longue. Et donc, je vais y aller. Et puis, de toute façon, vous pouvez continuer à compléter. Je pense que l'idée, c'est que vous ayez accès à ce Google par la suite. Donc, même quand on débriefera et que je demanderai à une ou deux personnes de réagir, ok. Sinon, vous pouvez prendre des petits post-it, pardon, je ne l'ai pas précisé, mais si vous savez faire des zones de texte, c'est parfait. Essayez peut-être de les réduire un tout petit peu, de travailler je sais pas, 6. Pardon. Et essayez d'arriver à distinguer un peu les impacts environnementaux et socio-économiques. Si ce n'est pas plus pratique, les post-it, faites comme vous le sentez. Mais on va tester, voir combien de temps il faut. Peut-être on peut prendre 5 minutes. Et merci Louison pour les précisions. Et merci Paul pour les infos. N'hésitez pas, hein, si vous avez vos propres infos, c'est intéressant de les partager. Peut-être pendant que vous parlez, je peux prendre des réactions de ceux qui ont déjà écrit. Par exemple, réduire la dépendance géopolitique aux États-Unis. Comment, à l'échelle, qu'est-ce qui fait qu'à l'échelle locale, du coup, on va réduire la dépendance? Je ne sais pas qui l'a dit, donc. C'était moi. Ouais. C'est juste qu'en fait, vu que les États-Unis et le Brésil, c'est 2 gros exportateurs de soja et que nous, on est des importateurs nets très importants et que ça nous permet de maintenir notre élevage. Si on réduit notre dépendance, soit en diminuant le cheptel d'élevage, soit en produisant nous-mêmes des protéagineux, on est moins dépendant de leurs sanctions économiques. Parce que historiquement, c'est ce qui s'est passé. Ils ont coupé les approvisionnements en protéines quand l'Europe a commencé à essayer d'en produire pour créer une crise économique en Europe et peser sur une négociation et l'interdiction de produire du soja. Parce qu'on a les accords de Blair House qui nous empêchent de produire plus d'une certaine surface. Donc au final, on a une dépendance et si on s'en extrait, on est moins dépendant des sanctions qui vont être imposées pour pousser à avoir une certaine politique. Donc toi, ce que tu dis, c'est qu'à l'échelle locale, ce qui serait intéressant, c'est de produire des protéines. Oui, de produire tout ce qui est essentiel pour pouvoir nourrir sa propre population. Sachant que c'est pas toujours évident. Pas Ouais. toujours facile. J'en parlais avec la Chambre d'agriculture, par exemple, sur pourquoi les filières bovines, elles étaient. Moi, je suis en Gironde et effectivement, la majorité des bovins sont envoyés en Espagne et en Italie pour se faire engraisser.
Et notamment parce qu'il me disait, les producteurs, les éleveurs, ils ont essayé de faire de la luzerne. Et c'était très compliqué. Luzerne qui aurait pu effectivement être un complément protéique pour remplacer le soja importé. Mais effectivement, c'est une des solutions, mais je ne sais pas si elle est possible partout. Mais effectivement, l'idée, ça peut être à la fois de réduire le cheptel et de gagner en autonomie en termes de production. Est-ce que quelqu'un d'autre, peut-être sur une rémunération plus juste des producteurs? Je l'avais mis en partie peut-être, donc je viens dessus. Vous m'entendez bien? Ouais. Ok. Bon, c'était aussi en lien avec les circuits de course et du coup, il y a moins d'intermédiaires. Ça peut permettre de acheter directement aux producteurs ou alors à des centrales, enfin des associations de producteurs qui du coup peuvent avoir mieux se rémunérer que s'ils dépendaient de coopératives ou des différents maillons de la chaîne. Ok. Effectivement, ça peut leur permettre aux producteurs locaux de récupérer une part plus importante du prix payé. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir sur la partie économique? Peut-être sur la question d'emploi, je trouve ça intéressant. C'était moi qui avais mis ça. Moi, ce que j'entendais, c'est que si on travaille localement, il risque d'avoir aussi plus de gens qui sont embauchés dans la région, ce qui fait que ça va augmenter leur pouvoir d'achat et ils vont pouvoir nourrir encore plus l'économie locale en rachetant des produits et c'est un cercle vertueux. Effectivement, il y a un enjeu en tout cas à créer de l'emploi local et il y a un enjeu aussi à réinstaller des producteurs étant donné que vous savez qu'on perd énormément de surface agricole et du coup de producteurs et qu'il y a les producteurs, la population des producteurs est particulièrement vieillissante et qu'il y a bon nombre de fermes dont on ne sait pas encore si elles vont retrouver repreneurs. Donc effectivement, la question de l'emploi est intéressante, donc à la fois sur la production, mais à la fois aussi sur tous les maillons nécessaires, je sais pas, pour regrouper les producteurs, créer de la transformation locale. Donc effectivement, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant effectivement aussi de réimplanter des outils de transformation qu'on a beaucoup centralisés au nom des économies d'échelle. Et il y en a certains qui sont en train de revenir. Ça peut être moulin, abattoir, mais ça peut être aussi légumerie pour la restauration collective. Ok. Quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose sur l'économie? Ok. Sur la partie sociale, qui a écrit diminuer la pression de travail des agriculteurs? Oui, C'est moi. Du coup, ouais, c'était surtout pour les agriculteurs qui sont en conventionnel, parce que du coup, au niveau bio, ils peuvent trouver leur clientèle, notamment dans les AMAP, etc. Mais pour les agriculteurs en conventionnel, en général, c'est une production où ils vont pas vendre en direct, et du coup, déjà, il n'y a pas une grande communication et c'est pas la valorisation du contact humain qui peut quand même rendre les conditions de travail meilleures. Et en plus de ça, la pression au niveau des prix avec les acheteurs, les revendeurs, etc., elle est quand même assez importante, et notamment pour les élevages où il y a beaucoup d'éleveurs aujourd'hui qui se font même pas de marge en fait, qui sont même qui perdent de l'argent à élever leurs bêtes parce que ça leur coûte très cher, et qui vendent pas cher du tout, quoi. Du coup, ce serait revaloriser leur travail, leur permettre d'accéder à une meilleure rémunération et de rencontrer les personnes qui nourrissent, quoi. Ce qui est toujours très important en général quand on a décidé de se lancer dans l'agriculture. Et du coup, compliqué en fait, parce que parfois certaines exploitations, elles sont tellement grandes et elles sont tellement organisées via des coopératives ou autres que compliqué parfois de repenser des circuits autrement
ou de leur demander de faire d'autres métiers qui seraient la commercialisation, la transformation. Ça, c'est un peu une limite qu'on voit sur les territoires quand on les accompagne. Effectivement, il y a des acteurs qu'on a du mal à intégrer et qui représentent parfois les plus gros volumes de ce qui est produit localement. Mais effectivement, intéressant. Il y en a d'autres qui veulent réagir sur l'accès pour tous ou la meilleure santé, en quoi l'approche locale permet une meilleure santé peut-être? Et ensuite, je vous vois hamster et rhinocéros anonymes et on viendra sur les limites du local. Pour moi, l'approche locale, ça permet d'être en meilleure santé aussi parce qu'on consomme plus brut. En général, enfin actuellement, consommer local, c'est aussi aller acheter dans des AMAP, donc souvent des paniers de légumes bruts, et on va sortir du transformé, enfin du trop transformé où il y a beaucoup de sucre, et on va aller plus vers de la consommation, enfin de l'autoconsommation et de faire sa cuisine. Et du coup, ça rime aussi avec être en meilleure santé. Ouais, donc une part de produits bruts plus importante. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent réagir sur ça, sur la partie sociale? Juste rajouter, en plus de produits bruts, des produits frais aussi. Parce qu'on peut avoir des tomates brutes, mais qui viennent de l'autre bout du monde, et du coup, c'est pas forcément hyper sain non plus. Alors que le local, bon, bah, si ça vient juste à côté, enfin voilà, on sait que des produits frais, c'est quand même meilleur pour la santé. Et effectivement, dans la question, tu parlais de revalorisation, je pense que c'est important aussi, la revalorisation des producteurs. Et donc, je vois que vous mettiez des idées de relationnel ou de lien entre consommateurs et producteurs. Et donc, peut-être de repenser un peu le métier lié à l'agriculture. Enfin, on ne va pas en parler là, mais nous, on avait essayé de lister un peu les nouveaux métiers, les nouvelles formes d'agriculture. Par exemple, ceux qui deviennent, vous connaissez sûrement Montsartou, où là, l'agriculteur, il est fonctionnaire, donc on lui retire un peu le poids de vendre son alimentation. Il dépend en fait de la collectivité pour qui il produit selon les besoins pour alimenter la cantine. Donc ça, je trouve ça intéressant, ou comme tous les autres projets collectifs, où l'idée, c'est de réfléchir un petit peu comment on améliore la qualité de vie pour pouvoir accéder à des vacances, pour pouvoir tourner entre membres du projet collectif. Enfin, tout ça, je trouvais ça intéressant. Ou alors dans des coopératives d'emploi où effectivement, on n'est pas seul face à la gestion administrative ou autre. Enfin, je pense qu'il y a des nouvelles façons de faire de l'agriculture qui sont intéressantes pour justement réduire toute cette pression au niveau des agriculteurs. Et vous parliez des AMAP, donc effectivement, l'AMAP, c'est peut-être le meilleur système où les consommateurs vont jusqu'à aider le producteur sur des chantiers collectifs ou autres. Bon, après, ça représente, c'est assez minime. Oui, vas-y. Oui, c'est vrai, niveau des documents qu'on a reçus avec l'agglomération de Rennes, on a vu la métropole de Rennes s'investir au niveau des investissements des territoires et des parcelles agricoles, mais pour pouvoir améliorer l'insertion des agriculteurs ou des jeunes agriculteurs et lutter face aux problèmes d'insertion dans ce métier notamment et développer de plus petites fermes et sur des projets plutôt agro-agriculture et plus de résilience. Donc voilà, je trouvais ça aussi intéressant au niveau économique, social et aussi environnemental. Oui, complètement. Vous connaissez peut-être les jardins de Cocagne aussi, où là, c'est justement c'est de l'insertion aussi pour pouvoir permettre aux gens qui sont éloignés de l'emploi de participer à faire du maraîchage, d'avoir accès à des produits. Enfin, effectivement, l'agriculture et tout ce qui est chantier d'insertion, ça permet pas mal de projets aussi au niveau de la création d'emplois et notamment pour certains publics. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent réagir sur la partie sociale? Donc, du coup, dans la continuité de ce que vous disiez, mais voilà, le fait de relocaliser l'agriculture permet aux
consommateurs, consommatrices de participer davantage, comme on disait, et donc par le fait de participer, avoir accès à cette alimentation, donc que ce soit sur des chantiers participatifs, tenir des permanences, etc. Et aussi, du coup, gagner en compétences et en connaissances sur l'agriculture. Donc, même si c'est plus investir à titre collectif, pouvoir le faire aussi à titre individuel ensuite chez soi, grâce au fait d'avoir appris et d'avoir développé des connaissances. Voilà. Donc, du coup, trouver différents moyens d'avoir accès à une alimentation sans passer par le supermarché. Voilà. Ouais, complètement. Ok, top. Super, vous savez plein de choses, c'est vraiment chouette. Alors, sur les questions environnementales, peut-être alors, réduire les émissions de GES liées au transport. Qui a dit ça? Est-ce que vous êtes tous d'accord avec ça? C'est moi qui l'ai dit. Pardon, vas-y. Je crois que c'était moi. Je sais que ça représente une part très très minime des émissions de gaz à effet de serre de l'industrie agroalimentaire de manière globale. Mais je pense que si on considère ce avec quoi on transporte sur les longues distances aujourd'hui, que ça soit bateau, au fioul lourd ou avion cargo, je pense que on aura une bonne réduction des émissions de gaz à effet de serre. Euh, des transports, on va dire, trajet très long, quoi. Ouais. Alors ça, vous connaissez l'ADEME, sûrement, l'ADEME qui fait des rapports géniaux, et qui a fait une étude sur effectivement l'impact des circuits courts et la problématique du dernier kilomètre. Et donc, effectivement, il y a une problématique sur le fait que les gens se rendent globalement en voiture aussi pour aller chercher leur alimentation et que donc ce dernier kilomètre est peut-être plus impactant que l'impact d'un transport qui joue sur les économies d'échelle. Donc, de toute façon, je pense que c'est intéressant de réfléchir à ces émissions carbone, mais peut-être ne pas prendre le local pour acquis en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre dues au transport. Après, c'est encore mieux si tu vas en vélo, effectivement, mais bon, c'est pas possible pour tout le monde. Donc, mais là aussi, c'est intéressant et je pense qu'il y a plein de travaux qui sont en train de naître dans les villes sur les questions de logistique pour éviter justement ce dernier kilomètre et réfléchir à des pôles logistiques et comment on réduit cet impact-là et on facilite la mutualisation. Je crois que ça se posait aussi pour les AMAP, parce que souvent, c'est des personnes qui viennent en camion et qui repartent à vide après, donc c'est pas le plus efficient. Efficace. Bon, ça, je pense que ça va être, c'est largement identifié et je pense que il y a plein de travaux sur ces questions-là. C'est intéressant. Ok, je prends un dernier truc sur les trucs, sur les enjeux environnementaux, des trucs et des trucs. Qui veut réagir? Est-ce que quelqu'un veut réagir sur ce qu'il a dit? Il y a plein de bonnes idées, je ne sais que choisir. La réintroduction de zones végétalisées ou effectivement le fait de pouvoir tester de nouvelles choses sur l'agroforesterie. Quelqu'un? Bon, sur les zones végétalisées, par exemple? Je me laisse. Vas-y. L'idée, c'est que si on a une politique comme celle qu'on a vue dans la ville de Rennes, du coup, on va avoir plus de terres agricoles directement liées à l'agglomération, ce qui va faire que déjà visuellement, ça va être beaucoup plus agréable. Je pense qu'il y a une question de bien-être aussi, de pas tout le temps être entouré de béton. Et en plus, ça va permettre d'augmenter la biodiversité, que ce soit les espèces végétales ou animales. Et pour moi, c'est que positif, cette vision-là. Ouais, il y en a d'autres qui veulent réagir sur ça? Oui, c'est dans la même idée pour laquelle je voulais réagir, dans le sens où environnement peut rimer avec
biodiversité, amélioration de la faune, de la flore, des microclimats avec tout ce qui est temps. Voilà, c'est tout un écosystème qui peut se reconstruire à différentes échelles. Ok, top. Est-ce qu'avant qu'on passe à autre chose, celui qui a écrit, celle ou celui qui a écrit, qui a amené l'idée des limites de l'alimentation territoriale veut nous présenter son idée? Oui, c'est moi. C'est juste que la mondialisation et quand on a amené l'idée d'une alimentation mondialisée et quand ça s'est mis en place, il y avait quand même de bonnes raisons de le faire. Et même notamment aujourd'hui, maintenant, si on veut revenir sur des systèmes beaucoup plus locaux et nationaux, il y a plein de côtés positifs, mais il y a aussi des côtés négatifs, et notamment la baisse de diversité pour certains pays dans leur alimentation. Moi, j'étais au Canada l'année dernière, et en hiver, s'il n'y avait pas la mondialisation, ils ne mangeraient rien à part de la chasse. Enfin, il n'y a vraiment rien qui pousse. Ils n'ont aucune possibilité d'agriculture dans une grosse partie de leur pays. Et il y a beaucoup de pays dans ce cas-là. Donc, je pense qu'il y a des régions du monde qui ne mangent pas, ou du moins qui ne mangent pas à leur faim ou équilibré s'il n'y a pas ce système mondialisé. Et en plus, pour beaucoup de territoires, c'est aussi ce qui fait fonctionner leur économie, c'est ce qui fait fonctionner leur pays. Alors, des fois, pas bien, et il y a sûrement des choses à refaire, mais il y a quand même du bon dans ce système. Après, il y a toujours des améliorations à faire, mais je pense que vouloir fermer les frontières et manger que ce qu'on produit n'est pas non plus une solution. Ouais. Non, c'est sûr. Et je pense qu'à chaque fois, l'idée, c'est de pouvoir réfléchir à des accords commerciaux qui soient plus équitables, où on intègre plus de critères environnementaux, sociaux. Mais effectivement, l'idée, c'est pas l'autarcie. Oui, c'est ça. Ouais. Après, c'est aussi peut-être quand même d'accepter de payer plus cher pour du café ou du chocolat, et donc de réduire notre consommation par le prix. Oui, ça c'est entendable. Mais ça pose la question, je ne sais pas si on aura le temps de l'aborder, mais on réfléchissait avec VRAC sur la sécurité sociale de l'alimentation. Donc VRAC, c'est une association qui fait des groupements d'achat dans les quartiers défavorisés pour acheter en gros des produits bio et permettre à chacun d'avoir une alimentation de qualité en limitant le facteur prix. Et on parlait, est-ce qu'on intègre les DROMCOM dans les produits qui pourraient être associés, sachant que effectivement il y a des filières comme la banane dont ils dépendent quasi exclusivement pour leur économie, quoi. Mais derrière, il va y avoir des ruptures et il va y avoir des renoncements dans tous les cas, hein. Enfin, ce sera pour des cultures, certaines productions agricoles, comme ce sera pour certaines filières qui n'auront plus lieu d'être dans un avenir décarboné. Donc, je pense que c'est aussi à amener dans la réflexion. Mais effectivement, il faut nuancer. Merci. Bon, j'avance parce que je suis complètement en retard. Donc, les bénéfices d'un système alimentaire, nous, on vous a juste mis une slide récap sur ce qu'on fait en fait sur les territoires. Donc, soutenir l'emploi agricole en encourageant des fermes extensives, diversifiées et autonomes, avec sur de l'agroécologie, développer les circuits courts et de proximité, réadapter la production. Donc voilà, c'est encourager les gens vers certains types de production, et c'est ce que font les collectivités, par exemple, quand elles mettent à disposition certaines terres. C'est ce qu'a fait Nantes, par exemple. Ils ont fait un gros programme de défrichage, et derrière, ils ont mis des critères. Il faut que ce soit des productions qui vont être liées à la consommation. Accompagner les intermédiaires conscients. Donc nous, on appelle ça les intermédiaires conscients, mais l'idée, c'est qu'effectivement, ce soit des intermédiaires qui facilitent le travail de mise en relation du producteur et du consommateur, parce qu'il en faut. Tous les producteurs n'ont pas forcément envie de faire de la commercialisation, mais derrière, il faut assurer un juste retour aux producteurs. Donc ça peut être des épiceries sociales, solidaires, ça peut être des supermarchés coopératifs, ce genre de projet qui vise à bien rémunérer le producteur.
accompagner le changement de pratique alimentaire. Et donc ça, c'est pas évident parce que... Anna, Oui. est-ce que tu peux mettre en mode présenté pour que Oui, ça soit plus grand? plus grand. Parce qu'il suffit pas d'avoir l'offre, il faut la demande, et ça, c'est peut-être le plus compliqué. Nous, sur la ville de Bordeaux, ils ont un objectif de 25-75 pour réduire la part de viande, enfin de produits carnés, notamment de produits animaux dans l'assiette. Mais de là à pouvoir mobiliser les gens, c'est compliqué. Lutter contre le gaspillage alimentaire, protéger les terres agricoles, je l'ai pris dans l'autre sens, et construire une nouvelle gouvernance alimentaire locale. Donc, dans les impacts sociaux importants, c'est aussi recréer du lien entre les différents acteurs d'un territoire qui ne se parlaient plus beaucoup sur les questions alimentaires. Je pense que j'ai plus le temps de faire tout ça. Mais peut-être pour revenir sur les questions de coopération territoriale, parce que c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur. Donc, à la fois à l'échelle régionale, et quand on parle de résilience, et par exemple, on a accompagné la stratégie de la ville de Bordeaux sur sa résilience alimentaire, et la principale conclusion, c'est qu'effectivement, la ville de Bordeaux dispose de 32 hectares, et c'est déjà beaucoup, enfin, pour une ville aussi urbanisée, mais ne nourrira pas sa population avec ça. Donc, ils ont voulu réfléchir à comment on augmente l'autonomie alimentaire. Donc, on leur a fait des projections sur, vous pouvez récupérer des parkings, vous pouvez récupérer des toits qui sont plats, vous pouvez augmenter le nombre de fermes urbaines, mais le taux de couverture de légumes, donc ce que vous pourrez produire pour alimenter les gens, restera toujours minime. Donc, ce qu'on vous conseille, en fait, c'est surtout de créer des coopérations avec d'autres territoires, et dans ces cas-là, des coopérations équitables, c'est-à-dire qu'est-ce que vous, demain, et donc il y a ces outils en France qui s'appellent les contrats de réciprocité, et par exemple, Nantes en a mis un, Nantes Métropole, avec le pays de Retz, ou Rett, je ne sais jamais comment le prononcer. Mais l'idée, c'est, nous, on a besoin de terres pour produire pour pouvoir alimenter notre population grandissante. Vous, de quoi vous avez besoin? Et donc, ce qui est intéressant dans ces contrats de réciprocité, c'est qu'on peut y mettre des enjeux alimentaires, mais aussi d'autres enjeux qui peuvent être, par exemple, au niveau de l'accès aux soins ou de l'accès au transport. Donc, on trouve ça intéressant d'avoir des rapports équitables et de repenser un peu aussi les liens urbains-ruraux ou les liens entre différents territoires au sein d'une même région, par exemple. Et donc, on a des projets alimentaires territoriaux, on va le voir derrière ce que c'est, mais qui réfléchissent d'ores et déjà avec différents centres, des bassins de consommation et différents bassins de production. Et ce qui nous importe, c'est aussi la coopération internationale, notamment parce qu'en fait, on se rend compte que les villes à travers le monde et les territoires à travers le monde ont toutes les mêmes problématiques, qui est qu'elles s'étendent, que les terres s'artificialisent, qu'elles perdent en autonomie alimentaire, que la précarité alimentaire et nutritionnelle augmente, que l'évolution des pratiques alimentaires s'accélère, qu'on a des problématiques de santé publique, qu'on a une dégradation des ressources naturelles avec justement des pollutions des eaux et du coup d'autres types de problématiques sanitaires. Et de Retz, faut pas dire le pays de Ré, oui, voilà, très bien. Et que donc finalement tous les territoires ont les mêmes problématiques et qu'il faut accélérer la coopération internationale. Ça, on y croit beaucoup. On n'est pas beaucoup à y croire, hein. Très honnêtement, les collectivités territoriales ne s'y intéressent pas. Comme si la France allait se sauver elle-même face aux problématiques qui sont globales, comme on vient de le voir. Donc voilà, l'importance des coopérations territoriales à la fois à l'échelle internationale et à la fois à l'échelle régionale et nationale pour assurer la résilience, diversifier ses sources d'approvisionnement et accélérer le partage d'expériences. Il est 20h28. Comment je vais vous dire tout ça? Peut-être juste vous parler de la coopération décentralisée. Je ne sais pas si vous connaissez, mais souvent, peu de gens connaissent. Donc, la coopération décentralisée, c'est un outil qui peut servir à faire de la coopération internationale. Et en France, il y a beaucoup de territoires qui l'utilisent pour notamment des questions
de transfert d'informations et de transfert de compétences, enfin pas de transfert d'informations sur leurs compétences. Donc par exemple, les territoires, ils bossent ensemble pour construire un métro ou pour construire un système d'évacuation des eaux ou de gestion des déchets. Et il y a encore peu de choses qui se font sur l'alimentation. Et du coup, il y a peu de territoires à l'étranger qui s'intéressent à l'approche territoriale de l'alimentation, malgré tous les bénéfices qu'ils peuvent en tirer. Et donc, nous, c'est particulièrement sur cet outil-là qu'on essaie de s'appuyer pour accélérer la transition, voilà, ce que je disais, à l'échelle globale. Donc ça, vous pourrez le regarder par la suite aussi. Là, je vous ai mis les acteurs du système alimentaire, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'acteurs. Et c'est ça qui complexifie les choses, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs privés qu'il faut amener à une vision de l'intérêt général. Et donc, nous, on travaille et on croit beaucoup au rôle des collectivités, justement dans ce rôle de garant de l'intérêt général. Et je vais vous faire travailler sur ça. Donc, on peut retourner sur le Google Doc. Et je voulais voir un peu pour vous quel pourrait être le rôle des collectivités dans la construction d'un système alimentaire local. Si vous aviez déjà des idées. Donc, je vous ai mis d'un côté les rôles et de l'autre les moyens d'action. Et je vais revenir sur ça. Donc, ceux-là, on ne l'a pas fait. Voilà, vous êtes trop fort déjà. Donc, c'est bien la slide 3. Et je repasse en plein écran. Non, je ne peux pas. Enfin, si, je suis sur diaporama, mais je ne suis pas sûre que... Si, c'est bon. Vas-y. Notre boomer activé. En fait, vous savez déjà plein de choses. C'est super. Mon écran, voilà, c'est ça. Est-ce que je peux juste vous demander qu'est-ce que vous entendez par collectivité exactement? Oui, pardon. Alors, une collectivité territoriale, donc là, c'était vraiment commune, EPCI, c'est-à-dire ou comité de communes, ou comité d'agglomération, ou métropole, département et région. Ok, ça marche. Merci. Oui, c'est vrai, j'aurais dû préciser. Est-ce qu'il y en a qui veulent réagir peut-être sur la question de négociation et de coercition, c'est un gros mot. Qui veut réagir? C'est ça. Pardon, c'est moi qui ai écrit ça. C'est vrai que c'est un peu un grand mot. Oui, non, mais peut-être. C'était par rapport sur les questions alimentaires. Enfin, on sait qu'il y a quand même beaucoup d'acteurs privés. Enfin, c'est à moitié une interrogation, en fait, d'avoir écrit ça. Mais il y a beaucoup d'acteurs, d'actrices privées qui jouent leur rôle et qui ne servent pas à l'intérêt général, vu que ce sont des acteurs privés qui cherchent donc à maximiser leurs bénéfices. Et du coup, je me posais un peu la question, il y a sûrement des moyens d'action pour la collectivité, enfin pour les collectivités ou pour toute institution publique,
qui permettrait justement de jouer quand même un rôle, peut-être, je sais pas, je m'étais dit peut-être je sais pas, à l'aide de taxes ou de bonus selon des critères écologiques ou sociaux. Je sais pas trop si ça existe, mais voilà. C'était une idée plus qu'une plutôt qu'une idée plus. Enfin, genre, Non, mais c'est intéressant parce qu'on va peut-être devoir en arriver là. C'est pas évident, mais je pense qu'ils peuvent mettre en place des projets pilotes ou tester des choses et ensuite faire remonter. Mais je pense qu'effectivement, la majorité des questions en termes de taxes se prend à l'échelle nationale. Je suis en train de réfléchir. Enfin, il y a des taxes locales, tu me diras. J'ai pas d'exemple, même là, enfin, par exemple, on travaille avec la Polynésie française. Eux, ils ont ils ont 82% de surpoids et 42% d'obésité. Mais eux, ils ont des compétences, parce qu'on travaille à l'échelle du pays, ils ont des compétences pour mettre des critères à l'import. Donc, des critères de taux de sucre et compagnie. Donc là, ça devient plus intéressant. Et si on devait le faire en métropole, je pense que ce serait ça, typiquement à l'échelle nationale. Mais oui, intéressant. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent réagir sur le rôle de la collectivité? Moi, je veux bien. Nous, on avait discuté vers au Laurent Sainte-Marie on avait parlé un peu de mise en place de sécurité sociale de l'alimentation au niveau de la commune, et on nous a dit que c'était extrêmement compliqué parce que, en fait, indirectement, les communes et les communautés de communes, elles sont obligées d'avoir l'aval de l'État. Et parce que pour être financé, avant, il y avait pas mal d'impôts locaux, et maintenant, il n'en reste plus que 2 qui sont majoritairement sur le foncier. Et donc, les collectivités doivent faire des appels à projets si elles veulent du financement. Une grosse partie, ça vient de l'appel à projets, des financements qui viennent de l'État central. Et ça, mon frère, il bosse en histoire, et c'est ce qu'on appelle le gouvernement à distance. Et donc, c'est des thèses qui décrivent les mouvements historiques actuels, qui sont comment l'État a petit à petit mis en place des systèmes qui permettent de garder le contrôle sur ce que font les collectivités. Et donc, les collectivités locales, elles ont quand même une marge de manœuvre qui est assez limitée selon la boisson et leur poids politique. C'est très difficile de financer des gros projets qui changent massivement l'agriculture, ou qui changent de politique massivement en rupture avec du libéralisme. Voilà, elles ont quand même pas tant de marge de manœuvre que ça. C'est vrai que, par exemple, il y a des transferts de financiers qui vont avec des transferts de compétences. Et que là, pour le coup, par exemple, il n'y a même pas de transfert, il n'y a pas de compétences liées à l'alimentation. Oui, il n'y a pas de compétences et il n'y a pas de manne financière qui est directement sous contrôle de la collectivité. C'est vrai. Après, il y a des appels à projets, effectivement, avec des possibilités. Enfin, là, on va passer rapidement à ce qui se fait en Europe. J'aurais jamais le temps de tout faire, c'est un peu ambitieux. Mais la France est quand même un des États qui accompagne le plus les territoires dans cette logique d'approche territoriale de l'alimentation. Il n'y a pas d'équivalent dans les autres pays européens sur ces questions-là. Justement, sur les appels à projets, je crois que ça avait été un gros appel d'air sur les différents appels à projets pour les PAT. Et du coup, chaque collectivité a voulu faire son PAT, mais en fait, les financements sont peu pérennes. Enfin, en général, c'est sur 2 à 3 ans. Et du coup, c'est en fait recruter des chargés de mission sur 2-3 ans. Mais du coup, ça ne permet pas d'avoir un projet vraiment dans la durée et de construire quelque chose de long. Et du coup, c'est une difficulté aussi qui est identifiée aujourd'hui. Voilà, pour quel avenir pour les PAT finalement, maintenant que tout le monde s'est un peu engagé dessus. Alors, est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'un PAT? Est-ce que quelqu'un veut le présenter? Les PAT, c'est... Vas-y, vas-y. Ah non, comme ça on alterne.
PAT, c'est projets alimentaires territoriaux. C'est fait du coup à une échelle territoriale qui peut être hyper variable. C'est pas en général justement déjà un périmètre de la communauté, enfin de la commune, département, région, etc. Et du coup, c'est un ensemble d'acteurs du territoire qui commencent par faire un diagnostic territorial. Ensuite, ils réunissent les acteurs et ils essayent de du coup développer une alimentation plus locale. Donc voir un peu quelles sont les ressources existantes et comment faire pour développer une production locale et une consommation locale sur le territoire défini, quoi. Je voulais juste revenir, moi, sur le rôle des collectivités territoriales, sur les plans locaux d'urbanisme, ce qui concerne la commune, et pour les schémas de cohérence territoriale pour d'autres échelons, qui en fait permettent de définir quelles sont les terres qui seront des terres agricoles, quelles sont les terres qui seront à urbaniser, etc. Et en fait, c'est assez essentiel sur la préservation du coup des terres agricoles. Et c'est un moyen de lutte contre l'artificialisation et l'urbanisation des terres agricoles. Oui, tout à fait. Je pense que ce qui est intéressant de retenir, c'est que en fait, même s'il n'y a pas de compétence à proprement parler, et encore qu'on la demande, hein, il y a des plaidoyers pour demander une compétence et un transfert financier. Et donc, je pense qu'il ne faut pas désespérer parce que les collectivités ont beaucoup avancé et ont eu beaucoup d'argent dernièrement et qu'effectivement, même s'il y a si les financements ne sont pas pérennes, derrière, c'est l'idée d'augmenter petit à petit les lignes budgétaires prévues dans le cadre de la collectivité et peut-être qu'à terme, il y aura des transferts financiers. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire aussi, c'est que le PAT, c'est une valorisation de politiques publiques qui, elles, sont financées par ailleurs. Donc, par exemple, l'urbanisme, mais ça peut être aussi l'agriculture quand les collectivités ont gardé une compétence agricole, les cantines scolaires, typiquement, avec la structuration de filières. Ça peut être la sensibilisation, avec ça, c'est plutôt la loi Egalim. Ça peut être la gestion des déchets, qui est une compétence. Selon les compétences, hein, bien sûr, donc vous savez, par exemple, les régions s'occupent des lycées, les départements des collèges et les communes des primaires et maternelles. Donc, selon les compétences, elles peuvent agir et elles ont déjà des financements. Donc, parfois, le PAT, c'est aussi valoriser ce qui existe déjà. Bon, je vois que vous connaissez quand même pas mal le sujet. Je pense que ça pourrait être intéressant que vous appuyez sur vos propres ressources. Là, c'est chouette ce que vous avez écrit et il y a plein d'idées. Je vais continuer pour aller au bout de ce que je voulais vous montrer. Mais vous aurez le PowerPoint pour continuer. Enfin, de toute façon, c'est un sujet qui est tellement vaste. 1h30, c'était peut-être un peu ambitieux, mais vous allez avoir plein d'autres webinaires pour creuser les sujets. Donc, je ne m'inquiète pas. Peut-être vous dire, donc voilà, en France, on a plusieurs lois quand même qui structurent le sujet et ça reste quand même assez rare en Europe, ce que je disais. Donc, la loi de modernisation de l'agriculture de 2010 qui définit le programme national pour l'alimentation, la loi d'avenir pour l'agriculture avec le 2e programme pour l'alimentation et l'idée de projet alimentaire territorial. Donc, ça arrive en 2014. Donc, on voit quand même le chemin parcouru en peu de temps. On a toutes les collectivités aujourd'hui, beaucoup de collectivités qui réfléchissent sur ces sujets. Et la loi Egalim avec une loi aussi en termes d'objectifs de restauration collective. Et là aussi, en Europe, il y a peu de lois équivalentes en termes d'obligations qui poussent autant les collectivités à s'investir sur ces sujets-là. Les PAT, aujourd'hui, en mars 2021, il y en avait 250. Vous n'avez pas remis la dernière date, on pourra. Et l'objectif 2023, c'est au moins un PAT reconnu sur chaque département. Je pense que là, il n'y a que les Hauts-de-Seine qui n'ont pas de PAT aujourd'hui. La loi Egalim, je vais passer vite aussi. Nous, on a fait une publication sur les cantines scolaires au service des systèmes alimentaires avec l'idée que la France, clairement, est bien plus avancée que tous les autres pays. Et nous, on a fait un zoom sur différents types de pays, donc notamment, par exemple, là où on avait travaillé, le Maroc, la Tunisie, où là, il n'y a même pas de cantine, ou très peu. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir réfléchir à comment des cantines ou des systèmes un peu équivalents pourraient permettre de structurer des filières locales et permettre aux enfants de manger mieux. Je vais passer en présenter en plus large. Désolée.
On peut rentrer les différentes fenêtres. Ça, c'était pour vous montrer le millefeuille administratif. Vous avez sûrement entendu parler de cette expression de millefeuille administratif, mais ça, c'est comment les compétences sont partagées en France. J'ai vu qu'il y en avait qui avaient mis ce que voulait dire l'acronyme EPCI, donc merci. Et ça vous montre ô combien les échelons administratifs doivent collaborer, au risque aussi d'être contre-productifs. Je pense qu'il y avait quelqu'un qui disait qu'effectivement, il y avait beaucoup de PAT en France et que parfois c'était contre-productif, et notamment pour la recherche de producteurs et compagnie. Donc, c'est intéressant de mettre en place des coopérations territoriales quand c'est plus pertinent de réfléchir à des échelles plus larges, mais aussi de bien comprendre ce que chaque échelon administratif a comme compétence et comment il peut agir. Donc là, je vous ai mis aussi dans les ressources, on a fait un petit livret. Là, c'était juste pour vous montrer l'image, mais c'est pas très clair. Mais on a fait un petit livret sur comment chaque échelon peut travailler. On l'a fait il y a longtemps, ça a dû évoluer et les collectivités ont toujours une clause qui font que, dans tous les cas, elles peuvent se saisir d'un sujet. Et de toute façon, elles ont assez de compétences pour se saisir du sujet alimentaire d'une façon ou d'une autre. Jeudi aussi, on va publier une publication sur le tour d'horizon en Europe. Donc, ça devait être lundi, mais elle va sortir jeudi. Vous en saurez un peu plus. L'idée, c'était de regarder un petit peu ce qui se fait en Europe sur les questions d'approche territoriale et comment les cadres nationaux accompagnent ou pas ces approches territoriales. Vous dire qu'effectivement, c'est surtout les pays d'Europe de l'Ouest qui sont les plus avancés, la France, l'Italie. Le Royaume-Uni, c'est intéressant aussi, puisque là, c'est surtout porté par des acteurs privés. Donc, on voit un peu le modèle anglo-saxon, où c'est des acteurs privés qui soutiennent des villes dans leurs initiatives locales, où il y a un système de récompense. Enfin, c'est intéressant de voir. On voit vraiment quels sont les incentives, ce qui fait que les villes bougent ou pas. Et il y a pas mal de lois de lutte contre le gaspillage alimentaire. Il y en a en Italie notamment. Il y en a en France avec la loi Garot qui oblige notamment les grandes distributions à valoriser leur casse, par exemple. Donc ça se développe un petit peu parce que ça a été poussé à l'échelle de l'Union européenne. Et après, il y a des villes qui, sans avoir de contexte national, sont assez exemplaires, notamment Bruxelles, mais il y a aussi Varsovie, par exemple, des villes en Espagne qui développent des systèmes assez innovants, ou sur les questions de lutte contre le gaspillage, ou sur la question de la sensibilisation, notamment Londres, par exemple, qui a supprimé les publicités sur la junk food, qui travaille avec les entreprises pour s'assurer qu'il y a une offre alimentaire saine. Donc, ça, c'est sur du volontariat. Ou avec les restaurateurs aussi, ça c'est intéressant, à une charte d'offres alimentaires de qualité. Ça, pour l'instant, les restaurateurs, on n'a pas encore réussi à travailler avec eux, ni les industries agroalimentaires, de façon systématique dans les PAT. Donc, il y a plein de questions que vous posez sur les financements, sur lesquels on travaille aussi sur comment les entreprises pourraient peut-être participer à financer aussi des projets sur le territoire. Enfin, il y a encore plein d'innovations à trouver auxquelles vous participerez peut-être. Les questions d'agriculture urbaine qui se développent pas mal aussi, et notamment grâce à des réseaux de villes. Donc, en France, on a le réseau national des PAT. En Grande-Bretagne, c'est Sustainable Places. En Espagne, je ne l'ai pas mis, mais c'est le réseau des villes agroécologiques. Et donc, c'est intéressant de voir comment ce système de réseau de villes participe à créer un peu de l'émotion. Et c'est notamment le pacte de Milan, que vous connaissez peut-être, qui a été signé à l'occasion de l'Expo universelle de Milan, qui là est à l'échelle mondiale, mais où il y a beaucoup de villes européennes. Je devais vous parler aussi de la stratégie de la ferme à l'assiette, qui finalement encourage assez peu l'approche territoriale. Pour l'instant, dans ce qu'on a vu on ne les a pas étudiés de fond en comble, mais dans ce qu'on a vu de ce qui sortait de l'Union européenne, il n'y a pas encore trop d'accompagnement ni d'aide sur l'approche territoriale de l'alimentation. La transition de la PAC n'est pas convaincante, on va dire. Mais il y a cette stratégie donc, de la ferme à l'assiette, avec l'idée de réduire l'usage des pesticides, de développer l'agriculture bio,
de promouvoir les circuits courts et compagnie, mais finalement assez peu de moyens pour le mettre en place. Et toujours des freins liés à la PAC, le financement des grandes exploitations, du fait de financer par rapport au nombre d'hectares, les règles de libre concurrence notamment, et qui freinent aussi le fait qu'on puisse... vous savez que dans les marchés publics des collectivités pour la restauration collective, on n'a pas le droit de spécifier la provenance. Donc, bon, il y a plein de techniques en parlant de fraîcheur ou en demandant à ce que certains producteurs viennent faire des animations qui fait qu'on peut favoriser certains acteurs plutôt que d'autres. Mais à ce jour, on n'a pas le droit de préciser qu'on veut un critère de local dans les marchés publics. J'espère que vous suivez. En fait, j'ai l'impression que vous avez tous des connaissances différentes, mais je ne doute pas sur le fait que vous transmettrez les informations. Mais justement, question Ouais. par rapport à ça, dans la loi Egalim, ils disent je sais pas, 20% ou 30% de produits locaux dans l'approvisionnement. Comment ils peuvent ou alors peut-être que c'est juste des produits de qualité ou De bio. qualité, Ah, il ouais. n'y avait pas produits locaux. Ok. Non, c'est 50% de produits de qualité, dont 20% de produits bio. Et derrière, pour avoir des produits locaux, tout le monde passe par des systèmes B. Des D. Je suis désolée, ça va très vite, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez nous recontacter à tout moment. Et donc, je passe sur le dernier axe qui était la précarité alimentaire étudiante. On avait un quiz, mais j'ai même pas le temps. Donc, quelques chiffres. 34% des étudiants estiment avoir une alimentation déséquilibrée. 13% sont en situation de surpoids et 5% en situation d'obésité. 9,2% des jeunes de 18-24 ans étaient obèses en 2020, contre 5,4% en 2012. 13% des étudiants sont en situation de maigreur. 26% des étudiants estimaient ne pas avoir assez d'argent pour couvrir leurs besoins mensuels en 2019-2020. Et en 2018, 13% des étudiants ne mangeaient pas à leur faim, donc quelques chiffres. Et 57% des étudiants souhaiteraient consommer davantage de produits bio. Donc ça, le RESES pourrait vous en parler, mais c'est toujours intéressant de voir le décalage entre ce qui est affiché, et ça ne concerne pas que les étudiants, hein, mais ce qui est affiché en termes de ce que je veux consommer et ce qui derrière est la réalité de ce qui est consommé. Pour tout un tas de raisons, hein. Il y a à la fois il y a tout un tas de freins qui sont présentés notamment dans l'étude qu'on a fait avec le RESES, qui sont des freins financiers, mais ça peut être aussi des freins en termes de connaissances, en termes d'offres disponibles, en termes de temps. Donc, tous ces freins-là qui sont à prendre en compte et qui font que les politiques à mettre en place doivent intégrer toute cette complexité. Ce n'est pas juste une question d'argent. Ça peut être la solution la plus simple. Donc là, l'idée, c'était de vous montrer aussi ce que les collectivités pouvaient faire contre la précarité alimentaire étudiante, sachant que ce n'est pas elles qui sont directement en compétence, mais elles peuvent soutenir financièrement les initiatives étudiantes. Donc c'est intéressant parce qu'on a vu que dans l'étude, il y en a pas mal qui avaient identifié les collectivités comme pour déposer des projets. Donc il y a quand même un lien entre associations étudiantes et collectivités. Elles peuvent les aider aussi sur des démarches administratives. Donc ça, c'est plutôt les étudiants directement via les CCAS, donc les centres communaux d'action sociale. Les intercommunalités qui portent souvent les PAT, parce que souvent les projets alimentaires territoriaux sont portés à l'échelle des intercommunalités. Ça peut être accompagner les restaurants universitaires pour un approvisionnement local, donc par exemple les faire rentrer dans des centrales d'achat ou des achats en commun. Aujourd'hui, il y a encore peu de restaurants universitaires qui respectent la loi Egalim. Ça peut être aussi favoriser l'implantation, et on parlait des documents d'urbanisme, ça fait partie des compétences notamment de réguler l'implantation de certains commerces. Donc ça pourrait être favoriser l'implantation de certains commerces alimentaires de qualité autour des campus. Le département qui a des compétences en termes de solidarité, notamment finance les associations de solidarité du territoire, finance les épiceries sociales et solidaires qui sont sur certains campus, et expérimente. Donc, par exemple, en Gironde, on démarre une expérimentation de sécurité sociale de l'alimentation, et il y en a une, mais ça, le RESES pourrait vous en parler aussi, qui démarre sur des étudiants.
Donc là, ce n'est pas porté par le département. Et après, la région qui a des compétences relatives à l'enseignement supérieur et à la formation, qui peut favoriser l'intégration de modules de sensibilisation à l'alimentation saine. Nous, quand on a démarré l'intégration de nos modules, c'est la région Nouvelle-Aquitaine qui nous avait financé. Et après, petit à petit, ça a été repris par les universités. Est-ce que vous avez des retours à faire sur ça? Maïwen, elle avait une question sur la situation de maigreur chez les étudiants. Est-ce que aussi c'est à cause de les standards de beauté? Ben ça, on l'a un peu travaillé, mais pas trop. Peut-être que côté RESES, vous avez plus d'informations, mais il y a clairement effectivement des questions autour des représentations du corps et de ce qui est considéré comme... Après, je ne sais pas ô combien les situations de maigreur sont dues ou non au déséquilibre alimentaire, dû aux différentes représentations. Mais effectivement, ça fait partie des sujets. Oui. Vas-y, Tom. Oui, à travers cette présentation et même sur d'autres sujets de développement durable, on voit que les communes, que les agglomérations et tous les secteurs politiques locaux sont des leviers assez importants au niveau, notamment ici, de l'alimentation durable. Est-ce que ma question va être plutôt sur des initiatives, des impulsions locales hors politique? Avec des acteurs, par exemple des quartiers. On voit notamment avec le logement des écoquartiers ou même des associations qui se montent. Donc, niveau de l'alimentation durable, est-ce qu'il y a peut-être des groupements un peu comme les AMAP, mais qui sont plus vers de l'agroécologie ou autre? Bon, ma question devient un peu plus large, mais si vous avez saisi. Alors, comment te répondre? Peut-être vous dire, on ne l'a pas présenté, mais effectivement, souvent, ces questions alimentaires, elles émergent souvent parce qu'il y a des citoyens qui portent des initiatives et qui les poussent à l'échelon local ou à l'agenda politique, en fait. Donc, il y a clairement, et en France, c'est intéressant parce que les collectivités ont aussi un rôle à jouer, à faire des appels à projets pour développer l'écosystème d'initiatives locales. Donc, en France, il y a beaucoup, beaucoup d'initiatives locales. Et nous qui avons travaillé dans d'autres territoires comme le Maroc ou la Tunisie ou le Mexique ou d'autres territoires, quand il n'y a pas de soutien régulier à des associations, il y a beaucoup moins d'initiatives et du coup, il y a beaucoup moins de compétences sur place pour mettre en place tout ce qu'il faudrait mettre en place, à la fois la transition agricole avec les pratiques agroécologiques, à la fois la sensibilisation des gens sur le changement de pratiques alimentaires. Enfin, en fait, les initiatives locales sont extrêmement précieuses pour changer les choses. En fait, elles sont à toutes les échelles, elles sont proches des gens, elles sont en capacité de monter des partenariats peut-être plus facilement, elles sont plus souples, et puis c'est beaucoup plus près des gens, en fait. Donc, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais oui. Si, complètement, merci. Mais là aussi, les collectivités et nous, on les pousse dans ce sens-là à mettre en place des appels à projets pour soutenir les initiatives locales et les associations. C'est indispensable. Et quand ça n'existe pas, ça se voit en fait. D'accord, l'une ne va pas sans l'autre, mais peuvent-elles être interdépendantes, c'est-à-dire une impulsion locale qui peut se développer toute seule sans avoir besoin du politique, ou alors elles doivent forcément être en lien Au début, par exemple, avant que les PAT se généralisent et que toutes les collectivités s'y mettent, et notamment par opportunisme, enfin, je ne sais pas qui disait ça, mais effectivement, ça a été les agendas 21, maintenant c'est les PAT, il y a des appels à projets, donc les collectivités y vont. Il y a des PAT qui ont essayé de se construire sans collectivité, par des groupements de citoyens ou des collectifs d'acteurs ou portés par des chambres d'agriculture, par exemple. Sauf que rapidement, elles ont besoin des collectivités, en fait. Par exemple, et surtout parce que la majorité des PAT se construisent souvent autour de la restauration scolaire et donc de l'approvisionnement qui va structurer les filières, qui va sensibiliser les gens et donc qui crée tout un groupement d'acteurs autour de
la transition de la cantine scolaire. Et là, directement, on a besoin de la collectivité. Ou parce qu'on a besoin de terre, on a besoin de la collectivité parce qu'on a besoin d'un accord. Ou parce que on veut des composteurs collectifs, et donc là, on va chercher des financements. Ou parce qu'on est une association et qu'on a besoin de sous, on va chercher la collectivité. Donc en fait, il y en a qui se sont créées sans, mais elles reviennent rapidement à la collectivité. Après, elles peuvent se positionner différemment. Elles ne sont pas obligées d'être portées par la collectivité, elles peuvent se positionner de façon plus indépendante. Les premiers conseils de gouvernance alimentaire, les Food Policy Council, ils se sont créés dans les années 90 en Amérique du Nord. Et là, c'était surtout des forces d'opposition. Donc, c'était des citoyens ou des représentants des différentes étapes du système alimentaire qui se constituaient pour être un contre-pouvoir par rapport à la collectivité. Donc, ça peut exister. En France, on est plutôt dans des logiques de l'argent vient de l'État et comme on le disait, elle arrive aux collectivités qui ensuite arrivent aux acteurs. Et donc, on essaie de faire ça en bonne intelligence. Bon, on pourrait parler de dépendance, ce serait un autre sujet, mais globalement, on est quand même un pays qui finance beaucoup ces associations. La conclusion ne conclut pas tout ce que j'ai dit, mais je vais m'arrêter là. Je voulais dire un petit truc. Ah. Oui. Ouais, c'était, vu que vous avez parlé qu'il y avait une expérimentation à Bordeaux de sécurité sociale de l'alimentation. Il y en a une qui se monte sur Toulouse, qui est menée un peu, qui est organisée par Sarah Cohen. Je ne sais pas si vous connaissez, mais si vous ne connaissez pas, je pourrais vous donner son contact si ça vous intéresse pour échanger entre différentes initiatives. Et il y a Gwen qui a dit dans le chat qu'à Saint-Étienne aussi, il y avait un projet de SSA qui est en train de se monter. Donc, ça peut être intéressant de connecter les différentes personnes qui sont en train d'expérimenter ça pour voir, qui partagent leur retour d'expérience et voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Si je peux me permettre, il me semble qu'ils ont eu une réunion justement, alors c'était soit cette semaine, mais justement ils commencent à créer un réseau en fait entre les différentes initiatives aussi pour pouvoir un peu se coordonner sur ces initiatives qui se montent. Ouais, alors il y a le collectif SSA, il y a un collectif qui recense déjà, mais ils ont une animatrice ou un animateur, mais ils n'ont pas beaucoup de ressources, donc, mais ils font ce travail aussi. Et après, il y a le projet Territoire à vivre, avec la caisse commune à Montpellier. Je ne sais pas si Toulouse est partenaire, il y a différentes villes. Mais effectivement, moi, je suis preneuse de contact et on est en train de faire un benchmark qu'on pourra rendre public d'ailleurs. S'il faut oui, mais complètement, ouais. En tout cas, on est preneuse d'idées. Est-ce que tout le monde connaît le principe, et je vais finir sur ça, le principe de sécurité sociale de l'alimentation, qui est assez révolutionnaire, hein. Honnêtement, moi, je travaille sur ces questions-là depuis que je suis sortie d'études, en 2014. Et je trouve que c'est l'idée la plus ambitieuse qui existe aujourd'hui pour atteindre tous les objectifs qu'on s'est fixés, en fait, enfin, qu'on s'est fixés nous et que les acteurs qui travaillent dans ces sujets-là se sont fixés. Donc c'est assez chouette de voir comment déjà vous connaissez. Donc ça commence à faire son chemin, mais peut-être que vous aviez eu les informations, et de voir comment les collectivités s'en emparent et avec des ambitions politiques, c'est-à-dire de faire remonter un plaidoyer, parce qu'en fait, la sécurité sociale de l'alimentation, elle est pensée à l'échelle nationale, sur une cotisation nationale. Et on parlait effectivement de la difficulté des communes à mettre en place l'expérimentation. Après, ce qui est intéressant de l'expérimenter à l'échelle territoriale, c'est qu'on a besoin de savoir comment ça atterrirait sur les territoires, en fait. Comment on mobiliserait les territoires, sous quelle forme. Et donc, chaque expérimentation va pouvoir nous apprendre sur les modalités, sur comment on le met concrètement en place. Donc, quelqu'un, peut-être pour terminer, après j'arrête, est-ce que quelqu'un peut nous parler de la sécurité sociale de l'alimentation? Même si c'est écrit là, mais... Est-ce qu'il a compris? Bon, visiblement, on me demande de le faire. J'en ai déjà discuté la dernière fois quand on était à Paris. En gros, la sécurité sociale de l'alimentation, je vais faire comme moi je l'ai vu. Après, si
enfin, tu ou vous voulez corriger? Oui, on peut se tutoyer, Je sais pas de souci. Ok, si tu veux corriger, ben après, tu pourras. Donc, elle se base sur 3 principes. Le premier, c'est l'universalité. C'est-à-dire que chaque citoyen, là, à l'échelle française, toucherait de sa naissance à sa mort 150 € par mois pour pouvoir avoir accès à une alimentation de qualité, en fait, une alimentation qui est conventionnée. Ça, c'est ce qu'on voit sur la carte vitale, avec, sous forme d'une carte vitale. Donc, c'est du salaire qui va être socialisé et fléché uniquement pour l'alimentation. Donc ça, c'est le premier point. L'universalité, ça concerne absolument tout le monde, indépendamment de ses revenus. C'est considérer le droit à l'alimentation comme un droit universel. Voilà, premier point. Deuxième point, le financement, c'est par la cotisation. Visiblement, c'est 8% de la valeur ajoutée. Et donc, c'est une cotisation sur le salaire qui est pris donc, en fonction des moyens des personnes. Donc, c'est un pourcentage du salaire qui est prélevé, qui est mis dans un pot commun et qui est redistribué pour fournir 150 € par personne et par mois. Donc ça répond aux problématiques de précarité alimentaire et de malbouffe aussi en même temps. Mais il y a un deuxième levier qui est un dernier levier, le troisième, qui est le conventionnement démocratique. Là, c'est comment on choisit de faire fonctionner ces caisses. Donc, il y a plusieurs écoles, mais celle que j'ai le plus vue, ça serait des gens tirés au sort qui se regroupent par région, qui choisissent quelles normes ils veulent mettre en place sur l'alimentation, et donc indirectement quel type d'agriculture ils veulent financer, et quel type de circuit de distribution aussi forcément. Et ensuite, tout le monde se regroupe pour rédiger une charte nationale avec des critères très coercitifs, certains qui sont très importants. Par exemple, je sais pas, ça peut être McDonald's, c'est purement et simplement interdit de le conventionner, et d'autres critères qui sont à appliquer, qui ont un peu plus de souplesse dans l'application au niveau local. Donc ensuite, ça redescend et ces gens tirés au sort choisissent quel type d'agriculteur va être conventionné, quel type d'AMAP va être conventionné, quel type d'épicerie solidaire va être conventionné. Et ça permettrait d'avoir un endroit où on peut payer avec cette carte de la nourriture de qualité pour l'ensemble des gens en France. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué, mais si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, sachant que ce n'est pas... C'est en expérimentation, donc en fait, c'est des principes théoriques qui ont été posés et qui aujourd'hui sont un peu expérimentés, rediscutés. Mais effectivement, l'idée, c'est celle-ci. Et peut-être, pour conclure, pourquoi moi, je trouve ça particulièrement intéressant, c'est parce que déjà, d'une, on arrête de stigmatiser les gens sur effectivement le fait qu'il y ait des gens qui soient bénéficiaires de l'aide alimentaire ou non. Et donc, c'est ce que tu disais, c'était ce principe d'universalité, en fait, où chacun a le droit à une alimentation de qualité. Et en plus, derrière, on imagine tout ce que ça va créer en termes de cercle vertueux, de financer des structures locales, de devoir mettre en place des infrastructures peut-être de transformation, des infrastructures de distribution. Peut-être on imagine en fait ô combien ça va être vertueux pour les territoires, en termes d'économie, en termes de santé, en termes de préservation des terres. Si on arrive à ça, on a réinjecté, sur la base d'un principe de solidarité, on aura réinjecté sur les territoires beaucoup de qualitatifs, quoi. Voilà. Bon, je vais conclure sur ça. Vous avez mis quelques ressources et on vous les avait, Silas vous les avez envoyées avant. Vous dire que c'était court, mais si jamais vous voulez échanger, si jamais vous voulez intégrer notre groupe d'entraide professionnelle, si vous avez envie de travailler sur ces questions, n'hésitez pas à me contacter, peut-être sur LinkedIn ou autre, et je vous ajoute. Et aussi, je